Madame la présidente, madame la ministre et mes chers collègues, un chiffre donnera une mesure de la crise du logement que connaît notre pays. Selon l'OCDE, il faut aujourd'hui 13 années de revenus disponibles à un ménage français pour acquérir un logement de 100 mètres carrés, contre 8 années en l'an 2000. Nos voisins, l'Allemagne et l'Italie par exemple, n'ont pas connu un tel renchérissement du coût du logement. Il ne s'agit pas seulement d'une question de superficie, mais aussi plus généralement de perte de qualité des logements, comme l'a montré le rapport remis par la mission Girometti-Leclerc en septembre dernier. Dans le même temps, les inégalités entre les territoires persistent. Jean-Louis Borloo l'a souligné dans un rapport qui a connu un retentissement important, mais qui n'a guère été pris en compte par ce gouvernement qui l'avait pourtant commandé. Sur 1500 quartiers politiques de la ville, 216 d'entre eux connaissent des difficultés urbaines, 60 sont en risque de fracture et 15 en risque de rupture, de sorte que 10 millions de nos concitoyens se considèrent comme relégués. La difficulté de nos concitoyens à trouver un logement se répercute jusqu'à l'hébergement d'urgence. 200 000 personnes sont hébergées dans des structures d'urgence, dont plus de 70 000 dans des hôtels. C'est donc l'ensemble de la chaîne de la politique du logement qui paraît bloquée. On construit moins de 350 000 logements par an et de l'ordre de 100 000 logements sociaux, alors que la demande de logement est d'environ de 2,2 millions de ménages, soit une augmentation de 20% en 8 ans. Le gouvernement a annoncé l'agrément de 250 000 logements sociaux en 2 ans, mais cet objectif, qui ne sera clairement pas atteint, et le déficit de l'année 2020 ne sera probablement pas rattrapé. Un élément parmi d'autres, la hausse annoncée du taux du livret A au 1er février 2022 renchérit mécaniquement le coût des prêts accordés par la Caisse des dépôts aux bailleurs sociaux et pèsera nécessairement sur le modèle de financement des projets, sans pour autant rendre le livret A véritablement intéressant pour les épargnants modestes en raison du niveau de l'inflation. Donc, loin du choc d'offres annoncé, la politique du logement semble s'être concentrée sur la promotion de la rénovation des logements qui est, elle, en forte croissance. Cette politique doit être approuvée dans ses objectifs car elle est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques, mais elle ne répond pas aux besoins fondamentaux de logement qui est de plus en plus difficile à satisfaire dans notre pays. Or, les 5 années passées ont surtout été marquées par la recherche d'économies. La contribution de l'État au financement des aides personnelles au logement, les APL, est passée de 15,5 milliards d'euros en 2017 à 13 milliards en 2022, tandis que le cofinancement assuré par les employeurs demeurait stable. L'APL consacrée à l'accession à la propriété a été supprimée, alors qu'elle jouait un rôle important dans l'acquisition du logement par des ménages modestes. Les locataires ont vu leurs APL diminuer de 5 euros en 2017, tandis que les bailleurs, pour leur part, ont été contraints de rogner sur les frais d'entretien ou d'investissement avec la mise en place de la RLS, c'est-à-dire la réduction de loyer de solidarité. Cette année, c'est le versement contemporain des aides qui, après plusieurs années de retard et quelques dysfonctionnements, a été mis en place. L'État s'est ainsi désengagé en partie du soutien au logement des Français modestes, de même qu'il a cessé ses contributions budgétaires au financement des logements sociaux à travers le Fonds national des aides à la pierre. Il se repose donc sur les bailleurs sociaux et sur des acteurs tiers, notamment Action Logement, qui a régulièrement été appelé à contribuer au financement des principaux dispositifs de la politique du logement et de la ville. Or, les marges financières de cet organisme sont désormais largement entamées et la question du financement des aides à la pierre, par exemple, doit être posée si Action Logement n'apporte plus 350 millions d'euros au FNAP à partir de 2023. Tout en réduisant les financements, l'État accroît les contraintes sur l'ensemble des acteurs. Le coût de l'ensemble des réglementations, notamment thermiques, est de plus en plus élevé pour les acteurs du bâtiment, également soumis à la hausse des coûts de l'énergie et à une crise d'approvisionnement de certains matériaux. En outre, un nouvel enjeu s'impose, on en a parlé, c'est celui de la lutte contre l'artificialisation des sols, fixée par la loi Climat et Résilience, nouvelle norme allant plus loin encore que les recommandations de la Convention citoyenne. Les collectivités locales sont soumises à des injonctions difficiles à concilier, accroître la production de logements de qualité pour la population, notamment afin de remplir les critères de la loi SRU et favoriser le développement économique local, mais sans utiliser plus de terrain qu'aujourd'hui. Mais contrairement à la rénovation énergétique, la lutte contre l'artificialisation ne s'accompagne que d'un faible soutien. L'action de l'État passe essentiellement par la fixation de normes que d'autres, en premier lieu les collectivités, devront appliquer. Comme l'a démontré le succès du fonds Friches, qui a dû être doublé, les besoins sont importants et les collectivités ne manquent pas de projets. Mais ce fonds n'épuise pas le sujet, loin de là. L'État doit mieux accompagner les collectivités face à ce défi, par exemple pour la révision de ces documents d'urbanisme. 3 grands axes devront être posés, donc la production de logements nouveaux, l'amélioration de la performance énergétique du stock de logements, l'annulation progressive de toute artificialisation nouvelle des sols. Ces 3 objectifs sont dispersés
à travers un ensemble de mesures de toute nature, reposant à la fois sur l'État, les collectivités et les acteurs privés. Merci. Je vais